Avant de vous présenter l'invité de ce soir, je vous invite à vous abonner à notre page Instagram. On est aussi sur YouTube puis sur TikTok. Puis vous pouvez aussi joindre le groupe des As de la vente sur Facebook où vous allez pouvoir y découvrir non seulement les podcasts, mais aussi plein de conseils sur notre domaine. Donc, notre invité de ce soir, on sort un peu des sentiers battus, pardon. C'est un synergologue, donc il fait partie d'une des 3 seules personnes au Québec qui étudie le body language. Je vous présente Manuel Constant. Manuel, content de te recevoir. À la base, quand je lui ai écrit, il me dit tout de suite d'emblée, Danny, oui, je veux le faire, mais je t'avertis tout de suite, je suis pas un expert de la vente. Donc, je trouve ça le fun qu'on sorte un peu des sentiers battus puis qu'on tombe dans le plus peut-être concret et non moins dans les histoires puis ces choses-là ce soir. Donc, synergologue, pour la majorité des gens, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Donc, explique-nous un peu, dans le fond, qu'est-ce que ça fait un synergologue? La synergologie, c'est... d'abord, merci de me recevoir, de m'avoir invité. La synergologie, c'est l'analyse professionnelle du body language, à proprement dit. Maintenant, on est à peu près 400 sur la planète, mais ce que les gens en font... Quand même, pas grand-chose pour vrai. Là. La plupart des gens vont se certifier par intérêt personnel ou s'en servent dans leurs compétences professionnelles, comme par exemple quelqu'un qui est en RH peut avoir ça, quelqu'un qui est en développement des affaires peut avoir ça. Mais ils ne se font pas un métier d'être synergologue. Mm-hmm. Donc, il n'y en a pas beaucoup qui le disent, qui en parlent, qui l'affichent, en fait, comme service. Sinon, dans les rares qui s'en servent vraiment là, de façon exclusive, là, comme moi, c'est des formateurs. Donc, on est 3 au Québec à en vivre pleinement. Okay. C'est pas beaucoup, là. Pas beaucoup, donc beaucoup de marché pour toi, là, c'est ça? Oui, effectivement. Puis en plus, c'est un outil qui est hyper versatile. Fait que je veux dire... moi, si demain matin, je veux devenir Dr. Love et parler du body language en séduction, je fais ça. Ouais. Si je veux parler de la détection du mensonge puis m'en aller vers le corps policier, je fais ça. Fait que c'est tellement versatile que, en plus que le marché est large, je peux littéralement faire n'importe quoi. Par contre, l'envers de la médaille, c'est que personne ne sait c'est quoi, personne ne sait à quoi ça sert, personne ne comprend qu'il y a un besoin derrière ça de comprendre le body language des gens. Fait que j'ai un travail de défrichage immense à faire. Donc, autant que le marché est hyper ouvert pour moi, que c'est une opportunité en or, que j'ai un travail de fou à faire avant de faire de la vente, justement. Ouais. La seule fois où j'avais vu un synergologue à l'œuvre, c'était à la télévision pour analyser des débats politiques. J'imagine qu'il y a d'autres débouchés possibles pour les synergologues. C'est quoi ton client type ou les contre-types? Pourquoi qu'on t'appelle? Moi, c'est vraiment de la formation. Donc, moi, je ne fais que de la formation ou des conférences. Donc, pas de coaching, pas de consultation. Je veux former les gens pour qu'ils soient outillés puis qu'après quelques jours ou quelques heures, quand c'est de la formation en entreprise, il n'y a plus besoin de moi. Puis qu'il y a des trucs pour mieux comprendre leur interlocuteur. Donc, qui fait affaire avec moi? Le domaine du coaching, beaucoup. Les ressources humaines, les gestionnaires, le développement des affaires, puis quelques intervenants psychosociaux. C'est ça le gros. Ressources humaines pour, je sais pas, tu passes quelqu'un en entrevue, puis là, tu veux essayer de le déchiffrer un peu, voir tout quelle personne qui est. En fait, j'ai oublié de nommer le recrutement qui fait souvent partie des ressources humaines, là, la chasse de tête, mais ressources humaines un peu plus pour la prévention et la gestion des conflits. Okay, ouais. Tandis que le recrutement, la chasse de tête pour des meilleurs appariements candidats clients. Là. Tu vois, dans ma tête, moi, tu sais, un synergologue, tu sais, on dirait que je vois tout le temps une prise d'otage, puis là, quelqu'un qui essaie d'analyser l'otage, ou pas l'otage, mais le preneur d'otage, si on veut, puis c'est quelque chose que, pas que tu fais, parce que tu as dit que tu étais coach, là, comme le maître Jedi de la synergologie, formateur, mais tu fais ça? En réalité, ça va être plus moi qui va former ces gens-là. Oui, c'est ça. Donc, puis évidemment, ces gens-là qui font de la négociation, puis de la prise d'otage, puis de ce qu'on appelle du profiling en France. Ces gens-là ont déjà un paquet de formations, puis c'est pas moi qui les forme de A à Z. Là. Mais pour l'aspect non-verbal, je peux les former. J'ai l'immense honneur d'avoir formé la personne qui a négocié la crise Charlie Hebdo. Okay, ouais. Ça, c'était super. Je suis super fier de le dire. Je brague un peu, là. Mais c'est j'étais fier. Est-ce que j'en fais à tous les jours, à toutes les semaines, des gens qui sont en négociation? Non, absolument pas. Mais c'est ça. Moi, je fais pas ça. Moi, je fais dans la zone terrain. Je me sers de la synergo à tous les jours. Je fais plein de tests, mais dans le vrai monde, dans les conversations usuelles, pas dans des situations hyper délicates. Ça, je l'enseigne, puis mes clients, eux, font ça. Quand je l'ai invité, puis là, présentement, je suis comme, c'est sûr qu'il est en train de m'analyser. Puis à la fin, d'ailleurs, j'aimerais ça qu'à la fin, tu nous dises, peut-être, je sais pas si tu es capable de nous... En fait, je sais pas c'est quoi tu fais, là, mais tu nous décrives en soi. J'imagine que c'est ça que tu fais. Tu sais, mettons, tu vas dire, OK...
J'ai eu le même feeling. Ouais, c'est ça. J'ai présenté ma main, le nerveux. pouce bien droit en l'air pour pas afficher comme ça ou pas comme ça. Comme plus nerveux que d'habitude, on dirait. Overthink plein de choses. Exact. Je te file, je suis à la même place que toi. Raconte-nous donc un peu ton histoire, dans le fond. Qu'est-ce qui t'a amené là ou qu'est-ce qui a fait que tu as choisi la synergologie? Je vais le faire en version courte là, parce que tout le monde dit ça, là, mais j'ai un parcours hyper atypique. Puis faut juste dire que moi, je trippe sur l'analyse comportementale depuis que je suis tout petit, là, mais vraiment tout petit. Là. Je me souviens d'un élément déclencheur à 7 ans. Parce qu'un de mes camarades de classe a dit une chose pas possible, puis je me disais, je sais que ça sort ça, je pensais le connaître, puis finalement, ça marche pas mon affaire, donc ça m'a dérangé. Mais j'ai pas été orienté, je me suis trouvé une première carrière dans une passion qui était la musculation, donc je suis devenu entraîneur personnel. J'ai fait ça pendant 12 ans, j'adorais ça. Et un jour, j'avais un peu fait le tour de la cour, là, dans le sens où le plan matériel de l'humain, là, c'est sûr que tu peux faire un postdoc dans tous les domaines reliés à ça, mais j'étais rendu au niveau microcellulaire, puis ça ne m'aidait plus avec mes clients. Fait que je me suis retrouvé à avoir du temps pour étudier, chose que je n'avais pas eu depuis longtemps. Fait que je me suis mis à étudier des choses, autant de manière académique qu'autodidacte. Psychologie, psychométrie, je me suis formé aussi beaucoup sur les traits de personnalité. L'analyse comportementale, la communication interpersonnelle, l'anthropologie qui est l'étude du genre humain. Et un jour, la synergologie, j'ai fait mon parcours de 3 ans. Puis là, à la base, c'était juste pour les entraîneurs que je créais des formations. Puis je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de demandes, en fait, de tous les gens que j'ai nommés tantôt. Puis là, je me suis dit, OK, on ouvre les portes à tout le monde. Puis aujourd'hui, formation pour tout le monde. C'est qui peut se permettre tes services? Est-ce que c'est plus des grandes entreprises qui vont les retenir ou c'est de la PME, de la petite entreprise, le consultant ou le travailleur autonome? Moi, en fait, j'ai 2 façons de fonctionner. Donc, j'ai un parcours où les gens peuvent s'inscrire individuellement. N'importe qui de vous deux pourrait s'inscrire, puis clac, moi, je m'en vais. Ça, c'est pour les mordus, c'est 6 jours. Okay. 6 jours à apprendre à décoder le body language, puis à t'en servir dans ton métier. Sinon, la formation en entreprise, c'est n'importe quelle entreprise, mais je fais beaucoup de PME puis de très petites entreprises. Là. Les grosses corpos, là, je me souviens pas de n'avoir fait, sauf pour les conférences. Parce que là, c'est plus ceux qui ont le budget pour ça. OK, je comprends. Décris-nous donc, tu sais, comment je pourrais dire, les clichés, si on veut, là, tu sais, ce qui me vient en tête, c'est évidemment, tu sais, quelqu'un qui a les bras croisés. Tu peux peut-être me dire les autres clichés, là, quelqu'un qui a toujours les mains dans les poches ou quelqu'un qui va se gratter en arrière de la tête. Est-ce que vraiment c'est ce qu'on pense ou ça démontre quelque chose d'autre puis que c'est complètement contraire à ce que les gens pensent? Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mythes là-dedans, là, de mythes, de croyances, d'idées reçues. Donc, le plus gros, le plus fort, le plus connu, le plus emblématique, c'est les bras croisés qui représentent la fermeture. En fait, c'est pas que c'est complètement faux. Oui, des fois, un croisement de bras va traduire vraiment une fermeture d'esprit ou un manque de réceptivité, mais la plupart du temps, c'est d'autres choses. Tu peux te croiser les bras parce que tu as froid. Ça, personne n'en parle jamais. Même que on a tellement ça dans notre tête qu'on se l'est tellement fait répéter souvent que des fois, tu écoutes quelqu'un, tu es super intéressé, tu as les bras croisés, puis tu te dis dans ta tête, je vais me décroiser les bras parce qu'il va penser que je suis fermé. Ça n'a pas rapport. Mais moi, j'avais entendu que peu importe ce que tu te croises, c'est comme pour jumeler tes 2 hémisphères, puis que tu es plus confortable parce que tes 2 hémisphères, je ne suis pas un spécialiste là-dedans, là, mais le côté émotionnel puis le côté plus rationnel. Ça, on est vraiment dans le neuromythe. Là. Ça, c'est le genre de théorie qui est échafaudée à la va-vite, puis les gens y croient ou ils croient pas, mais ça, je veux dire, il n'y a personne qui peut prouver ça. C'est complètement théorique, puis que ce soit vrai ou pas, on s'en moque un peu là, parce que ça ne nous aide pas à mieux comprendre l'autre de toute manière. Tu peux-tu contrôler ton body language ou dans une certaine mesure, le corps ment pas, puis c'est extrêmement difficile de le faire. Je prends par exemple, si demain matin, j'ai une entrevue pour un emploi, puis je me présente devant un employeur potentiel, y a-t-il des choses à éviter pour envoyer un mauvais message ou dans le fond, peu importe les efforts que tu mets, tu vas essayer? Puis... C'est une excellente question. C'est possible de contrôler son body language, mais tellement de façon minimaliste, tellement éphémère que de toute manière, c'est contre-productif. Voici pourquoi. Ton état intérieur là, va toujours être manifesté par ton body language. Donc, si tu es quelqu'un de confiant dans le moment présent, là, on s'en fout de la personnalité puis de la plupart du temps, mais dans le moment présent, si tu es confiant, ça va paraître. Si tu n'es pas confiant, ça va paraître. Si tu es réfractaire, ça va paraître. Bon, tout ça va paraître. Maintenant, oui, si tu écoutes un coach te dire, chose que je fais jamais, là, place tes mains comme ça ou ne place pas tes mains comme ça, on s'en fout, puis que tu places tes mains comme ça, bien le moment, premièrement, il faut que tu te le fasses coacher, donc il faut que tu crois vraiment à ce que la personne te dit, il faut vraiment que tu lui fasses confiance. Parce que tu sais pas ce que tu fais, mais tu te dis, OK, il doit avoir raison. Donc, tu fais ça. Pendant que tu fais ça en entrevue, ça veut dire que tu y as pensé. Si tu y as pensé, tu n'es plus avec l'autre.
Exactement. Quand quelqu'un t'écoute plus dans une conversation, tu t'en rends compte. Puis ça, tu n'as pas besoin de formation là-dessus. Ça prend pas une minute, ça prend pas 10 secondes. C'est presque instantané. Tu le sens. Donc, dès le moment où tu dis ça dans ta tête, tu viens un peu de couper la relation, tu viens un peu de couper la conversation. Tu perds des points relationnels. La personne, elle ne sait pas ce que tu fais, mais tu as perdu le fil, la relation qu'il y avait entre vous deux. En plus, dès que tu y penseras plus, ton corps va avoir tendance à revenir au naturel. Puis s'il n'avait pas envie de faire ça, ben, il va faire ce qu'il avait envie de faire de toute manière. Donc, je dis envie, évidemment que c'est pas conscient, là. Mais donc, pour plusieurs raisons, c'est un rêve, ça, contrôler son body language. Donc oui, tu peux le contrôler quand tu y penses, mais à quoi ça sert? Ben, ça va plus te nuire que t'aider finalement. Je comprends. As-tu des histoires qui sortent de l'ordinaire là, par rapport à des clients que tu as aidés ou des situations que tu as vécues? J'imagine, sans nommer de nom, parce que évidemment, tes clients sont peut-être confidentiels ou non, là, mais as-tu des histoires qui te viennent en tête? Oui, puis je veux dire, on n'est vraiment pas dans le domaine de la vente, là, mais ceux correct. qui me viennent le plus à l'esprit, là, c'est des choses qui sont complètement personnelles. Je me souviens, il y a 2 ans, j'étais allé dans une expo, puis un de mes anciens clients vient me voir, puis je le vois arriver de loin, là. Je sors de mon kiosque, puis en plein carrefour, là, il y a du monde, c'est bondé de monde. Il me prend par les épaules, il me prend par les bras, puis il me dit « Manu, je veux juste te dire que tu as sauvé mon mariage. » Je suis comme « De quoi tu parles? » Dis-moi en plus, là, parce que je sais pas de quoi tu parles. Et tout ça. Là, il me raconte que finalement, il a vu des signaux chez sa conjointe, chez sa femme, puis il y avait des choses qui marchaient pas. Il a su l'amener puis en parler correctement, chose qu'on enseigne aussi. Donc, avec ça, il a vraiment désamorcé des bombes conjugales qui se seraient probablement rendues au divorce. Fait que, tu sais, je veux dire, là, il est venu les yeux pleins d'eau, j'avais les yeux pleins d'eau parce que je ne m'attends pas à ce genre de choses-là. Tu sais. Moi, les retombées que mes clients peuvent avoir, je les connais pas. Je sais que c'est un outil de feu, mais qu'est-ce qui va devenir de ça, je ne sais pas. Puis j'en aurais d'autres là, qui ont plus rapport avec à des jeunes qui vivent de l'intimidation. La mère, c'était à une seule conférence, elle m'écrit un courriel pour me dire que elle s'est rendue compte que son fils allait pas bien parce qu'elle a vu un signal. Son fils qui dit qu'il vit de l'intimidation, puis qu'il était même rendu qu'il pensait au suicide. Là, tu te dis, OK, on vient peut-être d'échapper une vie. Là. On le sait pas, on le saura jamais, mais il y a quelque chose, en tout cas, qui s'est passé. Là. Le cours des choses a été changé à cause que cette personne-là assistait à une conférence sur le body language. Ça, c'est des histoires qui me touchent beaucoup. Est-ce que tout le monde a la capacité d'apprendre à lire le body language? T'sais, on a tous déjà rencontré des personnes dans notre vie. Ils nous parlent, puis là, on est comme, il faut que j'y aille, je regarde ma montre, je brasse mes clés, je veux m'en aller, puis la personne continue à parler, puis se rend absolument pas compte de l'univers qui l'entoure. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas cette capacité-là où tout le monde peut faire un effort et s'approcher? Bien, bonne question. Tout le monde, en fait, à moins d'avoir des conditions particulières, des diagnostics, vraiment des difficultés là, immenses, là, tout le monde non seulement comprend le body language, mais excelle. Là. Donc, les gens n'ont pas besoin de venir me voir en formation pour fonctionner là, dans leur vie. Là. Ça, c'est juste pour aller chercher un edge. C'est juste qu'on n'a pas de comparatif, donc on pense qu'on est tous excellents. Puis c'est ce que je pensais aussi avant, jusqu'à temps que tu upscales, puis tu te dises, OK, finalement, c'est la médiocrité, la norme. Là. Tout le monde pense qu'il est bon, puis on s'arrange dans la vie. Tu le sais quand quelqu'un est triste, quand quelqu'un est fâché, quand c'est le temps de faire ci, quand c'est le temps de faire ça, mais on se perd dans le micro-détail. Donc, nous autres, souvent, ce qu'on attend, c'est d'avoir le big picture. Donc, ça, là-dessus, tout le monde s'entend, mais il y a toujours des signaux précurseurs avant que ça aille pas bien. Puis souvent, c'est des micro-signaux. Donc, oui, tout le monde excelle, ou à peu près. Puis ce que je pense beaucoup là, avec les années, là, c'est pas que les gens sont pas bons avec le body language. Je pense qu'il y a des gens qui sont vraiment en manque d'attention. On parle justement du cas à l'épicerie où tu recules avec tes trucs, puis ça fait 4 fois que tu te dis « il faut que je m'en aille ». La personne continue à te parler, ben, je pense qu'il y a des gens qui ont vraiment besoin d'attention, puis qu'ils savent très bien que tu n'es plus là, mais ils continuent pareil. Mais ça se peut aussi qu'il y ait certaines personnes qui aient plus de difficultés, mais j'en doute, le rendu là, quand tu recules, ça fait 4 fois que tu dis bye. Il y a des indices verbaux aussi, là, à un moment donné. Des choses de base, là, mais... Ces gens-là, souvent, ils ne sont pas complètement stupides. Là. Fait que c'est pourquoi, à ces moments-là, il y a cette bizarreté-là. C'est probablement que ça vient d'un besoin. Là. La personne avait besoin à ce moment-là un besoin de parler, un besoin de peu importe. Là. Mais c'est pas dangereux que tu tombes justement dans la suranalyse ou est-ce que tu te mets à tellement tout essayer de voir ce qui se passe devant toi puis que tu en oublies l'essentiel, tu sais, justement écouter l'autre personne puis juste... Bonne question. C'est une vraiment bonne question. Moi, je prône ce que je pratique moi. C'est ce que j'enseigne. Dans le fond, il faut que tu maîtrises un certain lexique corporel. Là. Moi, le mien est hyper gros. Pas nécessaire d'être si gros que ça. Là.
Moi, c'est parce que j'étais un peu freak avec le sujet. Mais moi, j'enseigne en 6 jours 60 indicateurs corporels. Mais tu sais, même quand je fais de la formation en entreprise, en 2-3 heures, tu peux en voir 10. Là. 10, si tu les maîtrises, ça veut dire que quand ils vont apparaître, tu vas les reconnaître. Tu vas savoir les décoder puis quoi faire avec ça. C'est déjà quand même pas mal. Donc, le but, c'est pas de faire de l'analyse consciente. Ça, c'est quand tu pratiques. À la télé, c'est correct, mais tu peux pas te mettre à... Tu sais, quand on se parle là, tu peux pas te mettre à faire ça. Puis arrêter d'écouter, justement. Ouais. Parce que pour les mêmes raisons que je nommais tantôt, tu perds ta relation, donc ça marche pas. Tu peux pas faire ça, il faut que ce soit un automatisme. Mais pour que ce soit un automatisme, il faut que tu l'aies pratiqué. C'est pour ça que la télé, c'est bon pour se pratiquer, pour voir des choses. Puis un coup que tu as mémorisé ce que ça voulait dire, puis que tu es habitué à le voir, quand ça va apparaître, tu vas pouvoir en faire quelque chose d'intelligent. Peux-tu nous donner 1 ou 2 exemples des clés que tu enseignes sans vendre le contenu de ta formation, mais mettons, dans les 10 points, peux-tu nous en nommer 1 ou 2? Oui, tout à fait. En fait, un des plus fréquents, là, un micro-signal qui est hyper fréquent. Là. Vous, travaillez-vous avec du télétravail ou c'est vraiment au téléphone? Les deux. On a des rencontres en personne, en présentiel, on a des rencontres sur Teams, puis on a des rencontres au téléphone. En fait, mettons, la gestion va travailler plus avec le personne, mais le courtier en soi va être au téléphone tout le temps. Il voit ses collègues, évidemment, mais il ne verra pas de client en soi. OK. Ouais. En entreprise, ça arrive qu'on a des rencontres en personne aussi. Fait c'est mixé un peu. Mais je vais quand même l'apporter pour les gens qui travaillent en vente, puis qui, de toute façon, en vente ou dans n'importe quoi, là, mais qui peuvent avoir un visuel. On sait que ça ici, donc dans le fond, pour les gens qui nous écoutent, parce que c'est pas tout le monde qui a accès à la version filmée, c'est le fait de faire glisser l'index vers l'extérieur, sous le nez, là, le dos de l'index sous le nez, vers l'extérieur ou vers l'interlocuteur. Okay. On sait qu'à peu près 8-9 fois sur 10, ça signifie une forme de rejet. Rejet de quoi? Ben là, on le sait pas, mais tu sais, quand tu parles de tes trucs dans ton domaine à toi, ton sujet d'expertise, la personne est accrochée depuis 10 minutes, elle te demande tes tarifs, tu les nommes, puis la personne te fait ça là, à ce moment-là. Mais tu sais, c'est pas un jugement. Tu dis pas, elle rejette mes prix, mais tu peux dire, il y a de sacrées bonnes chances qu'elle rejette mes prix. C'est un enjeu, qu'il y a quelque chose qui se passe, que peut-être ça l'a surpris, elle ne s'attendait pas à ça. Donc, pour le vendeur habile, c'est facile, tu ne confrontes pas la personne. Tout ce que tu fais, c'est que tu dis, OK, il faut que je fasse quelque chose. Je peux offrir un forfait de des plans par versement ou un forfait plus bas ou justifier mes prix. Donc, tu as plusieurs options qui m'appartiennent pas. C'est de comprendre son rejet. Mais donc, ça, c'en est un signal. Ça peut t'éviter de poser beaucoup de questions pour vraiment aller cerner le problème du client quand tu vas juste aller détecter l'indice au début. Voilà. C'est un raccourci communicationnel. C'est purement et simplement ça. Tu sais, c'est pas une... On parlait de suranalyse tantôt, là, c'est à éviter total dans mon métier. Puis c'est dommage parce que la plupart des gens qui pratiquent mon métier font dans la suranalyse. On parlait de l'analyse politique tantôt. Moi, je ne vais pas là parce que justement, souvent, c'est de la suranalyse. Là. Pas tout le temps, mais très souvent. Parce qu'il te manque tellement de contexte que tu es obligé de... C'est des spéculations. Là. Tu te dis, OK, il a fait ça, ça veut dire ça. Ben non, pas ça veut dire ça. Ça pourrait vouloir dire ça. Pas pareil, là, l'inconditionnel dans le verbe. Ouais. Donc, c'est juste que quand tu le pratiques beaucoup, que tu maîtrises ton petit lexique, quand tu vois des choses, à un moment donné aussi, à force de pratiquer, tu fais comme, OK, ça fait du sens, puis je vais juste comme être plus agile dans mes conversations sans confronter les gens. OK. Tu sais, chez nous, le bien-être de nos employés est tellement important, puis y a-t-il quelque chose qui ressort que chez un employé ou chez une personne en général, mais tu vas voir tout de suite que cette personne-là, elle file pas. Puis évidemment que, tu sais, ça pleure, etc. Je te parle pas de ça, mais de quelque chose de peut-être plus discret que toi, tu vas voir, que moi, je verrai pas parce que toi, tu es dans ton domaine. Ben, tu sais, tantôt, je nommais la dame qui m'avait envoyé un témoignage parce qu'elle m'avait vu dans une conférence puis que son fils allait pas bien. Là. Ouais. Mais ce qu'elle a vu chez son fils, c'était un œil qui était plus petit. Là, il faut comprendre qu'un œil plus petit chez quelqu'un, quand il y a ça tout le temps, puis que ça fait 5 ans que vous le connaissez, on s'en fout. Ça fait partie de sa statue qu'on appelle, c'est dans sa physionomie, c'est pas grave. Mais quelqu'un qui a les deux yeux relativement égaux, là, parce que tout le monde a quand même des légères asymétries, mais quelqu'un que ça paraît pas trop d'habitude, puis là, à un moment donné, il rentre au bureau, un employé par exemple, qui a l'œil droit plus petit, vraiment plus petit, puis c'est flagrant, tu peux te dire, OK, il s'est sûrement passé quelque chose. Et quand tu sais que c'est un stress, l'œil droit plus petit, là, est un stress de nature professionnelle ou du moins mentale, donc la personne a trop de tâches, c'est sûrement à sa job, mais c'est peut-être aussi parce que court partout, va chercher les enfants au soccer, puis il fait l'épicerie, puis il fait du ménage, puis tu sais, ça peut être plein de choses, mais souvent c'est une charge mentale, l'œil droit plus petit. Non. Je sais que ça te fatiguait, mais tu m'as dit tout de suite. Puis l'œil gauche plus petit, lui, c'est un stress de nature plus émotionnelle. Donc, c'est plus dans la sphère relationnelle, émotionnelle, personnelle. Donc là, si tu as un conflit avec quelqu'un, mauvaise estime, ça peut être un truc qui ressemble à ça.
Donc, ce n'est pas des diagnostics, Ouais. encore une fois, mais c'est des indicateurs qui sont quand même assez puissants. Là. On peut parler de à peu près 9 fois sur 10, là, ça fonctionne quand même vraiment bien. Fait que ça, c'est un indicateur qui est simple. Un coup, tu le connais par cœur. Un droit plus petit, stress mental. Un gauche plus petit, stress émotionnel. Ben, crime, tu peux sauver beaucoup de départs d'employés avec ça. C'est Il y en a avec d'autres. le cerveau, gauche-droite, émotion, gauche-droite. Ben là, encore une fois, on nage en pleine théorie. Ok. Fait que la job de la synergologie, c'est T'as rien compris tantôt. Non, mais c'est vraiment une bonne question. Puis, tu sais, on pense que oui, Ouais. mais c'est théorique. Ouais. J'essayais de m'en souvenir, tu sais, un truc mémotechnique. Ouais, c'est gauche et l'émotion. Ouais. Puis, tu sais, moi, personnellement, ce qui m'intéresse, c'est d'apprendre des choses sur le sujet, des notions sur le sujet, de les tester en zone de terrain, puis d'enseigner celles qui fonctionnent vraiment fort. Après ça, moi, la théorie du pourquoi, du comment, de qu'est-ce qui se passe dans le corps, puis dans l'esprit, puis dans Ouais, peut-être moins ton domaine. les affaires transgénérationnelles, moi, j'en ai rien à battre. Là. Ouais. Est-ce que ça fonctionne en zone de terrain? Oui. Le pourquoi, du comment, ça m'importe un peu. T'sais. Tant mieux si on est capable de l'expliquer dans 200 ans. Là, c'est pas Ouais. grave. Je comprends. Y a-tu des signaux non-verbales ton typique de quelqu'un qui est prêt à acheter ou qui est convaincu de quelque chose? Ouf, prêt à acheter, c'est Prêt à difficile. conclure. Là. C'est difficile à répondre ce genre de questions-là, mais c'est sûr qu'un signal très positif, là, c'est ce que je fais là présentement. C'est d'être assis vers l'avant. Mais là, c'est très important que ce soit central. Parce que quand on est vers l'avant, mais à droite ou vers l'avant à gauche, c'est complètement d'autres significations. C'est pas du tout la même chose. Là. Donc, assis centralement, là, vers vous, vers l'avant, c'est vraiment un bon signal. Est-ce que ça veut dire que la personne est prête à conclure? Pas forcément, mais c'est un intérêt marqué. Ok. Fait que c'est très bon. Tu ouvres la porte. En ce moment, je suis assis, pour ceux qui ne me voient pas, en avant, mais un peu orienté vers la droite. Qu'est-ce que ça peut vouloir signifier? Mettons, comme moi je fais là, on est plus dans l'argumentaire fort. Fait que c'est souvent quelqu'un qui va confronter ce que tu viens de dire. Donc, finalement, c'est pas mal plus négatif que positif. Là. Ok. Donc, c'est faux de penser que en avant, on est intéressé, en arrière, on n'est pas intéressé. C'est plus nuancé que ça. Là. En fait, il y a 9 positions qu'on a un peu découvert là, en synergologie, avec des significations différentes des positions assises. Là. Donc, quand même, grosse différence entre centrale et à droite et à gauche. Donc, tu sais, pour en revenir, mettons, exemple, à un vendeur, c'est quoi la position ou le body language idéal pour faire sentir l'autre bien pour qu'éventuellement, ben, tu sais, il fasse sa vente ou... ça serait quoi? Y a-t-il des choses qui te viennent en tête? Ou? Ben oui, puis ça, c'est une question qui est géniale, pas pour moi parce que je connais les réponses, mais pour vous, puis je pense que vous allez l'adorer. Ouais. C'est juste de ne pas toucher à son body language. Tu penses pas à ça, tu fais rien. Ok. Puis la réponse magique, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que ton état interne va être manifesté par ton body language. Donc, la personne, elle va s'en rendre compte si tu es intéressé. Ouais. Elle va s'en rendre compte si tu n'es pas intéressé par lui. Elle va s'en rendre compte si tu veux lui vendre quelque chose puis tu y crois pas. Tu sais, tout va paraître. Fait que dans le fond, au lieu de penser à ton body language, il faut vraiment travailler l'attitude puis la posture de vendeur, entre guillemets. Tu sais. C'est-tu vraiment de la vente forcée que tu veux faire ou c'est répondre aux besoins de la personne? C'est complètement différent. Là. Mm-hmm. C'est aussi la différence entre la vente puis le développement des affaires. C'est pas tout le temps clair, là, tout ça. Là. Les frontières sont pas claires. Mais tu sais, est-ce que tu veux aider l'autre ou tu veux mettre du cash dans ton portefeuille? Ouais, C'est pas en tout la même game. Ben là. non. Tu peux mettre du cash dans ton portefeuille en aidant l'autre. Mais c'est bien plus facile de répondre aux besoins de l'autre pour te faire de l'argent que d'essayer de te faire de l'argent pour répondre aux besoins de l'autre parce que là, tu tombes dans plein de billets. T'es tout croche dans ton affaire, tu forces des trucs, ça fait des clients qui embarquent dans leur auto puis qui font comme je me suis encore fait fourrer. Mm-hmm. Ça fait pas des bonnes J'achèterai plus références. jamais tu sais. là-bas. Ouais, c'est ça. Voilà, fait que tu sais, dans le fond, pour le body language du vendeur, c'est tu y penses pas, mais vraiment, il faut que tu sois intéressé par comprendre les besoins de l'autre pour pouvoir y répondre si c'est dans tes services. Donc, si un vendeur avait à utiliser la synergologie dans son domaine, ce serait juste de ne pas y penser, puis juste d'être lui-même, puis juste d'essayer de faire sentir l'autre bien. Pour son body language à lui, oui. Ouais. Par contre, tu peux vraiment interpréter celui de ton client. Parce que là, comme on disait tantôt, tu es capable de voir où il y a des nœuds dans la communication d'avance quand ça ne fait pas l'affaire du client avant même que tu sois rendu à conclure quelque chose. Fait que pour lire l'autre, tu as vraiment un paquet de clés. Pour toi-même, ça ne change rien. Je suis surpris, moi aussi. J'aurais pensé maintenant Ouais, d'avoir un plus grand contrôle sur Mais le sien, attention, là, je vous allez comprends le poser point. la question à un autre expert, un autre spécialiste. La plupart vont vous vendre des patentes, des postures, puis des « Ah, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça Ouais. C'est hallucinant, là. C'est un marché. Là. Ouais, Mais ça ne marche pas. Ouais. Non, c'est vrai.
T'es pas une marionnette, là. Non, c'est ça. Ce qu'il faut retenir de ça, dans le fond, c'est de focusser sur la lecture du non-verbal de la personne à qui on parle et non la sienne. Oui. Puis dans le fond, c'est pour ça que je disais que c'est une bonne réponse pour vous. Ça fait du bien d'entendre ça. Oui. C'est ça la vraie réalité. Là. En fait, j'essaie de rien vendre, justement. Ça me fait pas vendre vraiment. Ouais. Mais c'est ça la réalité. Tu t'en occupes pas. C'est dans la tête que ça se passe parce que de toute manière, ça va se refléter. Puis comment qu'on peut détecter quelqu'un qui nous ment, quelqu'un qui va se faufiler, quelqu'un qui... Est-ce qu'il y a des signes vraiment typiques de quelqu'un qui... Est-ce que tu parles dans la vente ou en général? Ça peut être en général parce que moi, je trouve que la vente, c'est la vie, dans le sens où c'est créer une connexion avec quelqu'un dans le but de l'aider, comme tu l'as dit tantôt. Pour moi, c'est vraiment ça de la vente. Utiliser l'empathie, puis etc. Donc, si tu me le dis dans la vie de tous les jours, ça va m'aider, moi, dans mon domaine à moi, qui est la vente. C'est gros. Non, mais c'est vraiment une bonne question. Mon domaine est vraiment beaucoup relié pas dans les croyances, là, mais dans l'esprit des gens, dans l'imaginaire collectif. Mon domaine, c'est relié à la détection du mensonge. Fait que c'est toujours quelque chose que je passe mon temps à dire. Tu sais, j'enseigne pendant 6 jours, là, puis je parle même pas de la détection du mensonge, tellement c'est complexe. Ah ouais. C'est pas compliqué. Un coup que tu le sais, c'est pas compliqué, mais c'est complexe. Il faut que tu connaisses un paquet, en fait, un gros lexique du body language, tous les concepts qui chapeautent ça. Et le dernier concept roi, c'est la détection du mensonge quand c'est possible. Puis encore là, c'est hyper théorique. Fait qu'il y a pas, oui, il y en a des gestes, des postures, des micro-expressions qui sont reliées à pas vraiment au mensonge, mais à un inconfort, l'omission d'informations, puis la volonté de manipuler l'information, mais je peux pas faire ça au micro, là. Fait que je sais que c'est hyper plate comme réponse, là, mais c'est ça. Je peux le faire. Je le fais même pas dans ma formation, mais bientôt, je vais faire une série de webinaires, puis tu vois, je vais me le permettre parce que je vais faire un webinaire de 45 minutes juste là-dessus. Pour montrer à quel point c'est plus complexe qu'on pense, puis c'est pas parce que tu as un livre qui te dit quand la personne regarde en haut à droite, c'est parce qu'elle hey, on n'est pas là. Non. C'était si facile que ça. On m'a dit 8 fois aujourd'hui, je travaille plus que toi. Fait que aussi, ce que j'aimerais dire, c'est que c'est des tendances. Ouais. C'est pas des diagnostics. Fait que c'est quand même des clés. Ouais. Puis la dernière chose que je vais ajouter, c'est la détection du mensonge, on s'en fout. Parce qu'on est bourré de non-dits. Puis les non-dits, c'est aussi, sinon plus important que les mensonges, parce que c'est avant même le mensonge. Tu sais, par exemple, on parlait tantôt de la personne qui rejette les prix, là, mettons. Là. Mm-hmm. Bien, ça, c'est pas vraiment un mensonge parce que la personne ne veut pas forcément manipuler l'information pour te berner. Sauf que son corps est conscient avant elle que les prix la surprennent, ne font pas son affaire et qu'elle n'a pas le budget pour. Mm-hmm. Donc, ça te permet, dans une forme de non-dit. Puis souvent, le truc aussi, c'est que soit tu as payé et tu es l'expert, ou dans tous les cas, tu as comme un rapport de force. Là. C'est toi l'expert, elle, c'est la personne qui peut ou pas se faire avoir. Mm-hmm. Fait qu'elle n'osera pas te dire que tes prix sont trop élevés. On est dans une forme de non-dit. Donc, on frôle le mensonge. Là. Et les non-dits, pour moi, sont beaucoup plus intéressants, immensément plus fréquents que le mensonge. Longue réponse. Non, mais c'est très intéressant. Très bonne réponse. Puis est-ce que c'est quelque chose que tu peux enseigner dans le sens où, moi, mettons, là, je veux devenir ton client demain, on pourrait avoir une séance de 6 jours sur comment détecter les mensonges ou les non-dits. By the way, ça peut être plus court, là. C'est pas juste d'être 6 jours. 6 jours, c'est pour les mordus, mais les 60 indicateurs non-verbaux que j'enseigne pendant les 6 jours, en fait, c'est 60 non-dits. Là. Okay, ouais. Fait que c'est des choses que le corps manifeste sans que tu aies besoin de le verbaliser. C'est de l'information, en fait, que tu as sur l'autre, avant même que lui-même en ait conscience. C'est fou, là, quand même. Ouais. Sans que ce soit un diagnostic, là, c'est pas de l'arrogance, là, puis on peut pas se servir de ça pour manipuler l'autre, mais c'est fou de savoir que tu as de l'information sur l'autre, sur son état, avant que lui, il sache. Ouais. C'est fou. Oui, quand même. Quand même. Dans ta vie de tous les jours, c'est quand que tu te sers le plus de tes connaissances professionnelles? Tu sais, je connais pas ton statut conjugal. C'est-tu avec ta femme? C'est-tu quand tu vas magasiner un auto? C'est quand est-ce que tu sens vraiment que ça te donne un edge important dans ta vie? En fait, il y a des réponses partout là-dedans. Tu sais, je l'ai dit tantôt, moi, je fais pas d'analyse consciente. J'attends que les choses arrivent parce que je maîtrise mon lexique. Donc oui, des fois, je désamorce des bombes conjugales sans que ma blonde le sache nécessairement. Wow. Oui, des fois, je m'ajuste avec mes clients quand je suis en formation ou avec les clients potentiels ou dans le réseautage. Mais c'est sûr que quand j'ai acheté mon auto il y a plusieurs années, je me souviens que ça a été le plus gros
le plus gros gain d'argent direct parce que j'ai négocié ça comme un requin à cause du body language. Là. Ça, c'est vraiment, ça va vraiment être quelque chose de très concret. Là. Est-ce que tu es comme les ceintures noires au karaté, puis il faut que tu avises la personne avant, que tu dises, écoute, je t'avertis, je suis un expert synergologue. Non, ton avantage clé, c'est que tu dis rien. Tu dis rien. Faut pas que les gens le sachent. C'est la même chose que, tu sais, quand je forme les gens, ils ont une certification, mais je leur dis, tu sais, tu as le droit de la mettre sur le mur, là, mais l'idéal, c'est que tu ne la mettes pas sur le mur. Là. C'est un outil secret. C'est pas, quand tu le maîtrises, de toute façon, tu ne fais pas dans l'arrogance, c'est de l'humilité. Je le répète encore, c'est pour mieux cerner les besoins des gens puis les aider si tu es capable. Ça sert juste à ça. Mais c'est pas une bonne affaire de mettre ça en arrière sur ton mur parce que si la personne voit ça, vous le savez, là, quand je suis rentré tantôt, là, c'est ça. Fait que c'est pas bon là, si la personne se sent comment je me place, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. En fait, ce qui fait peur aux gens, c'est qu'ils ne savent pas à quoi tu as accès. Ils ne savent pas à quel point tu peux, entre guillemets, lire dans leurs pensées ou voir s'ils mentent. Fait que ça, c'est dérangeant. Même s'ils n'ont rien à cacher, c'est dérangeant de savoir, OK, il n'y a pas de rideau, là, puis je suis comme tout le temps tout nu. Là. Fait que c'est pas une bonne chose d'afficher ça. Là. Tu t'en sers puis tu le dis pas. Chapeau d'aluminium, ça protège pas. T'aurais-tu une grosse partie de notre domaine à nous, c'est de recruter des nouveaux. Fait que, évidemment, qu'on passe souvent des gens en entrevue. Y a-tu des trucs, des conseils que tu peux me donner pour quand que je suis en entrevue avec quelqu'un puis que tu dis je sais pas, tel signal, tel geste, c'est quelque chose à me... Mais on en a nommé 2-3 tantôt, là, les yeux plus petits puis le signe de rejet, on pourrait en nommer plein. Mais ça, c'est 3 des 60 que j'enseigne chez nous. Ouais. On en parlait un petit peu tantôt ensemble avant que le micro soit ouvert. L'idéal, c'est de se former. Ou, bon, là, je ne vais pas faire du brags avec ce que je t'ai dit tantôt. Fait que je ne le dirai pas. Mais l'idéal, c'est de se former pour maîtriser un petit lexique corporel. Parce que je sais que c'est une réponse qui est foutrement plate, là, mais il n'y a pas un signal qui est relié à une chose précisément. Il n'y a pas comme un signal qui est en recrutement, un signal qui est en développement des affaires, un signal qui... Le petit geste de rejet que j'ai nommé tantôt, là, oui, ça peut être en développement des affaires quand tu nommes tes tarifs. Mais ça peut être quand tu commences à parler d'un sujet avec ta blonde, puis là, ça se transforme en bombe conjugale à désamorcer. Ça peut être en recrutement quand tu parles d'une fonction que la personne a à faire. Tu ne sais pas quand est-ce qu'il va arriver ce signal-là. Ouais. C'est pour ça que quand tu es formé à ça, quand tu le maîtrises, quand ça arrive, tu es prêt. Ouais. Mais tu n'as pas de liste établie. Là. Ouais. J'aimerais ça aller dans un sujet un petit peu plus précis, un peu plus niché. Quand tu te présentes devant quelqu'un pour la première fois, je ne sais pas, c'est peut-être un mythe, peut-être pas. On m'avait dit que la façon de se présenter, c'est qu'est-ce qu'on dégage, un peu comme ce que tu as dit tantôt, sans trop le réfléchir. Puis la poignée de main, c'était super important. Puis mettons le message qu'une poignée de main une main qui est tournée vers le bas, c'est de la dominance. Une main qui est tournée vers le haut, c'est de l'ouverture. Donc la meilleure façon de la présenter, c'est une main comme avec le pouce en l'air. C'est-tu vrai ou ça n'a pas nécessairement de signification? Excellente question. Là, je sens que vous êtes plus dans votre créneau. Là. J'ai une question pour vous deux. En combien de temps pensez-vous que la première impression se forge dans la tête de quelqu'un? Je dirais 10 secondes. 10 secondes. 10 à 30 secondes. Maintenant. Réponse, moins d'1 seconde. Ouais. Première impression, là, évidemment qu'après ça, l'impression peut toujours se modifier, mais la première impression en moins d'1 seconde. Pensons-y 2 minutes, là, tu vois quelqu'un que tu ne connais pas marcher dans le couloir, tu as déjà une idée sur cette personne-là. Tu sais déjà si tu l'apprécies ou pas. Tu sais déjà si elle a l'air professionnelle ou sloppée. Tu as un paquet d'indicateurs, juste de la façon dont elle marche. Puis des fois, même quand elle est statique, tu es à côté sur le mur, la main dans les poches, tu as quand même une première impression. Donc, la première impression, ce que j'aimerais dire surtout, c'est qu'elle compte énormément. Parce que oui, tu peux la casser, la modifier après, mais ça va toujours te prendre plus d'énergie, modifier la première impression que tu as donnée, mettons qu'elle est mauvaise, que d'avoir eu une première bonne impression. Fait que ça, c'est un. C'est hyper important, comment tu t'habilles, comment tu prononces les choses, les mots que tu utilises, l'impression que tu fais dans les premières secondes, c'est hyper important. Après, la fameuse poignée de main, ça a été tellement étudié en synergo que il y a très longtemps, là, je trouvais que c'était de la suranalyse. Là, on était rendu avec tellement de points dans la poignée de main que je me dis, là, on coupe les cheveux en 4. Là, c'est fou. Là. Fait que moi, j'ai réduit ça, en fait, de toute façon, ça tombe sur le sens. Là. Oui, une poignée de main avec la main par-dessus, un peu comme Trump fait. Oui, là, c'est de la domination, surtout quand c'est toi qui tournes la main de la personne. À un moment donné, c'est pas un bras de fer que tu fais. Là. C'est justement l'impression que tu as. Quand la personne contrôle complètement ta main, mais là, on n'est plus dans une présentation, on est déjà dans la domination, dans le contrôle de ton corps. C'est grave, là. Fait que c'est très intrusif, mettons. Vraiment.
Fait que ça à ne jamais faire. Là. Fait que oui, la main droite, là, idéalement. Deuxièmement, ben là, l'autre indicateur qui tombe sous le sens, là, c'est la fermeté de la poignée de main. Pour moi, il y a comme deux extrêmes puis un milieu. Là. Les deux extrêmes qui est quand tu rencontres quelqu'un et tu essaies d'y écraser la main, c'est pas une bonne affaire. Tu es en train d'y montrer que c'est toi qui veux être le plus fort. Il y a moyen d'avoir une poignée de main très ferme, mais de ne pas blesser l'autre. Fait que tu peux avoir la main dure, que comme si elle essaie de t'écraser, ça ne marchera jamais, mais tu y serres pas la sienne. Ça, c'est une poignée de main ferme que je considère intelligente. Et puis, à l'autre extrême, tu as une poignée de main qui est extrêmement molle, qui n'est pas vraiment souhaitable non plus. Après, ce que j'aimerais dire, c'est que c'est rattaché au type de personnalité beaucoup plus qu'à l'humeur, contrairement à ce que certaines personnes pensent. C'est sûr que moi, quelqu'un tu sais, en fait, plus tu vas serrer fort ou tu vas être ferme, ou tu vas avoir tendance à écraser, plus tu vas faire dans la compétitivité, la combativité, tout ce qui est relié à la testostérone, finalement. Et plus tu vas avoir une poignée de main qui est molle, plus tu vas faire dans l'évitement du conflit dans ta personnalité. Fait que les gens auront beau chialer ce qu'ils voudront avec ce bout de capsule-là, ça me dérange pas. Moi, c'est des observations empiriques. Non, mais je veux dire, je l'assume avec beaucoup d'aplomb, là, avec énormément d'observations empiriques. C'est ce que je remarque chez les gens en lien avec leur personnalité. Ça marche. Avec 3 synergologues au Québec, je pense pas qu'il y ait grand monde qui va t'ostiner là-dessus. Tu serais surpris des fois, les keyboard warriors. Ouais, c'est ça, il y a beaucoup d'experts. Ouais, effectivement. Google, là. Je finis une dernière question avec la poignée de main. T'adaptes-tu la force, la rigidité de ta poignée de main en fonction de la personne qui est en avant de toi? Des fois, tu peux rencontrer une femme qui est toute petite, toute menue, puis comme je vais pas lui donner une grosse poignée de main ferme, je vais essayer de m'ajuster, ou dans le fond, ça devrait toujours être à peu près la même façon? C'est vraiment une bonne question. Moi, j'aimerais dire que je retourne à ce que je disais tantôt. Dans le fond, tu t'occupes pas de ton body language. Puis la poignée de main, grosso modo, ça va toujours être à peu près la même poignée de main que tu vas offrir aux gens. Oui, c'est sûr que ça se peut que tu aies tendance à, quand tu vois une femme toute menue, toute petite, ou même un homme, c'est pas grave, là. Un enfant, par exemple. Tu sais, un enfant, tu n'auras pas le goût d'y écraser la main. Je veux dire, ce serait complètement stupide. Là. Tu sais qu'il est comme plus faible que toi, ce serait quoi le but de ça, à moins de vouloir avoir un ascendant psychologique dessus? Donc oui, on est porté à moins serrer, mais tu sais, allez-y naturel dans le titre. Pas d'overthinking. Non, vraiment, vraiment. Fait que c'est facile, tu sais, de toute manière, tu sais, c'est sûr que quand tu travailles en vente de façon régulière pendant un certain temps, là, je veux pas dire pendant un mois, là, mais quand ça fait bien des années, la plupart du temps, c'est que tu as une personnalité qui est quand même un petit peu plus axée, un petit peu plus dans la pôle compétitivité, assurance, mettons, là, que évitement du conflit. T'sais. Parce que si tu n'as pas trop confiance en toi, tu évites toujours le conflit, tu veux satisfaire les besoins des autres avant les tiens, c'est rare que tu vas faire une belle carrière de vendeur. Là, ouais. Ma question n'aura peut-être vraiment pas rapport avec ton domaine, mais est-ce que la synergologie étudie un peu aussi les silences ou les... Puis là, j'essaie de ramener ça nous, on en a qui sont des vendeurs par téléphone. Est-ce qu'on peut l'utiliser ou pas vraiment parce qu'on n'a pas l'autre personne devant nous? La synergologie, non, parce que son étude, c'est le langage corporel. Mais moi, oui. Moi, c'est quelque chose que j'entre vraiment dans mon analyse comportementale. Les silences, on pourrait en parler longtemps parce que ça remplit plein de fonctions. C'est là dans plein de contextes différents. Fait qu'un silence n'équivaut pas à un autre silence, mais... les silences, des fois, c'est bon, des fois, c'est pas bon. Des fois, tu peux en instaurer un toi-même. Chose qui est certaine, d'un point de vue très général, l'humain, en général, déteste le silence. Mais c'est pas qu'il déteste le silence, c'est qu'il déteste le silence en interaction quand c'est censé être à toi de parler. C'est là qu'il déteste le silence. Puis ça, on peut pas en parler là, mais j'enseigne aussi que quand tu passes la POC à quelqu'un, tu sais, quand tu as fini de parler puis tu considères que c'est à l'autre de parler, il y a des indicateurs non-verbaux. Tu sais, tu vas pas dire à l'autre « Vas-y, je te donne la parole ». Mais tout le monde le sait, quand c'est à lui de parler, c'est pas compliqué, là, c'est parce qu'il y a des indicateurs non-verbaux. Fait que c'est, admettons que je te passe la POC, comme ça, le bâton de la parole, si on veut, puis tu parles pas. C'est là que je vais me mettre à être malaisé, moi. Fait que c'est ces silences-là que les gens te détestent. Fait que là, tu peux jouer avec ça selon ce que tu veux dans la vie, là, mais tu sais, des fois en coaching, ça peut être bon de laisser des silences pour que la personne réfléchisse. Si tu veux instaurer un silence, pas un silence, un malaise, instaure un silence, c'est sûr que ça va marcher. Bon, c'est une bonne idée, je ne sais pas, mais... On a tous déjà entendu le premier qui parle perd. Oui, c'est exactement ça. Tu sais, en vente, c'est pas complètement faux. Hein? C'est un cliché, c'est pas complètement vrai, mais c'est pas complètement faux non plus. Ouais.
sais, qui est le plus à l'aise alentour de la table, ça parle un peu de ça. Là. À force, je travaille beaucoup au téléphone, puis ce que je me suis rendu compte, parce que justement, des fois, tu es juste en train d'écrire. Fait que tu prends même pas 10 secondes pour écrire, fait qu'il y a un silence, puis là, ça crée un genre de malaise parce que les deux personnes ne parlent pas. Mais juste d'annoncer le silence, dire « Hey, je prends 10 secondes, je fais juste écrire ce que tu m'as dit », puis après ça, on continue. Juste là, c'est correct parce que je l'ai annoncé qu'il était pour avoir un silence. Oui. Moi, je pense que tu tues le malaise quand tu fais ça. Ouais, la personne est plus malaisée. Ouais. Je sais pas si on est rendu là, c'est moi qui étais impatient. Est-ce que t'as-tu quelque chose à... Mettons, on commence par Louis. Est-ce que tu peux me décrire Louis ou est-ce que tu quelque chose que tu remarques? Okay. Ou ta deuxième impression, parce que la première a été très rapide. Ça, c'est là, ça, en tout cas, je sais pas à quel point vous allez trouver ça drôle. Là. Moi, je trouve ça drôle à toutes les fois. Ouais. Parce que la question que vous me posez là, à toutes les fois que je rencontre une personne en Zoom ou whatever quoi, la question m'est posée. Toutes les fois, 100% du temps. Puis, j'ai toujours la même réponse, tout le temps. Puis, la réponse là, que je vais vous donner est vraiment authentique. Là. C'est la vérité. Là. Avant que vous me le demandiez, j'ai pas pensé à regarder votre body language. C'est fou, hein? Ah ouais? Les gens, mais je le répète, j'ai pas l'analyse consciente de ça, j'ai pas besoin de l'avoir. Moi, j'attends le red flag. Puis là, il n'y en a pas eu de red flag. Okay. C'est sûr que là, je peux me mettre à analyser de façon consciente, OK, point par point. Il y a la tête penchée à droite, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Mais je vais aller dans le micro-détail, ça va être de la suranalyse parce qu'il n'y a rien de pertinent dans le fond, parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Okay. Ça aurait été quoi, ça, le red flag? Ben, il aurait fallu qu'il y ait un enjeu. C'est ça l'histoire. Tu sais, si on avait eu quelque chose de pas clair, quelqu'un relationnellement, je sais pas, moi, j'aurais pu dire quelque chose, puis un de vous deux soit un peu me croit pas vraiment. Ou, tu sais, là, j'aurais pu voir un red flag, mais j'ai rien vu. Tu sais, on n'a pas eu, je pense pas qu'on a eu d'enjeu quelconque. Fait que quand il n'y a pas d'enjeu, puis de non-dit, il n'y a juste pas de pertinence pour le body language. Fait que, tu sais, dans le fond, ça rend la chose un peu, premièrement, noble. Deuxièmement, bien moins compliqué que ce qu'on pense parce que le red flag, quand il va en avoir un, je vais le voir. Là. Ouais. Je le manquerai pas. Mais s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Je ne vais pas l'inventer. T'sais. Fait que là, oui, je pourrais nommer un paquet d'affaires, mais je veux dire, c'est complètement non pertinent. Fait que ça donnerait une réponse vraiment plate. Plus plate que ce que je viens de faire là. Okay. Ah, c'était pas plate. C'est intéressant quand même. Tu me les écriras après le podcast. Très bon. J'allais où? J'avais quelque chose en tête. Puis, Sinon, mettons, on t'a posé plusieurs questions. Demain matin, tu rencontres quelqu'un qui fait de la vente puis qui veut servir la synergologie pour se développer, pour se perfectionner. Tu commences où? Comment tu structures tes formations? Tu parlais tantôt de, mettons, 10 points avec 60 signaux d'alerte, c'est comme ça? J'en ai 60. J'ai comme un bagage que moi, j'aime offrir de 60. Là, je ne veux pas aller plus loin que ça parce que sinon, je leur dis, ben là, allez vous former vous-même. Allez vous taper votre 3 ans si vous voulez en avoir 1700. Mais 60, c'est déjà beaucoup. J'en ai 60 en tout. Okay. Puis là, ben, je peux en avoir moins que ça si on a moins de temps, moins d'argent, moins de... J'imagine que tu fais comme un genre d'entrevue avant pour voir comment il va l'utiliser dans son domaine ou c'est-tu une formation one size fits all? Pour la formation en entreprise, oui. C'est toujours du sur-mesure. Donc, qui vous êtes, avec qui vous travaillez, c'est quoi vos clients, c'est quoi vos objectifs à travers la formation, c'est quoi les personnalités, c'est quoi vos enjeux aussi. Okay. Mais la structure de formation sur 6 jours, elle est déjà cannée, elle est déjà rodée. Puis en entreprise, est-ce que tu le fais devant un grand public ou juste individuel? Sur mesure. En entreprise, vous êtes 2, vous êtes 160, vous êtes 160. Okay. Même chose pour les conférences, c'est vraiment du sur-mesure, tout ça. Si on déborde un peu de la synergologie, tu dis que tu as étudié dans d'autres domaines, tu as fait de la psychologie. Tantôt, Danny disait que lui, ses ventes, c'est plus au téléphone que ça se passe. Dans tes formations, as-tu du contenu pour ça? La vente au téléphone, je vais être super honnête, non, pas beaucoup. Okay. Pas beaucoup. Là où j'en ajoute, c'est que, bon, je vais le répéter une centième fois, j'ai 60 signaux, puis il y a une structure à travers ça. Mais moi, c'est là, je parle du gros parcours, là, les inscriptions individuelles. C'est 6 personnes max. Puis je m'arrange pour qu'il y ait beaucoup de temps pour les questions-réponses, fait qu'on peut parler de plein d'affaires. Mm-hmm. Donc, quand une personne a une question, c'est là où je me permets d'aller dans la psycho, dans l'anthropo, dans la psychométrie, dans un paquet d'affaires qui intéressent la personne. Des fois, on peut passer une demi-heure là-dessus, puis on revient après ça à nos signaux dans la structure. Donc là, je vais en parler, mais je ne l'incorpore pas dans une structure rigide. Puis encore moins quand je vais en entreprise, là, si, comme de la formation au téléphone, ben, je vais référer à une collègue qui fait ça, qui se spécialise dans l'analyse paraverbale, dans le fond. Là, je vais référer à elle. Moi, je ne touche pas à ça. Moi, c'est vraiment l'interprétation des gens, de vos interlocuteurs selon votre contexte. Comment on fait pour te rejoindre? Est-ce que tu es présent sur
les réseaux sociaux. Ouais, j'étais un peu, tu sais, je suis pas viral, là, mais je suis dur à trouver. Si tu tapes Manuel Constant ou Synergo avec un trait d'union, Syner Go, c'est impossible de ne pas me trouver. Je suis très présent sur LinkedIn, Facebook, YouTube, un peu moins sur Instagram, TikTok. Fait que je suis dur à manquer. Ouais, si tu me cherches. Ouais, ben c'est ça. Moi, c'est un domaine qui me passionne. Tu sais, je connais rien là-dedans, mais puis de trouver quelqu'un, de te trouver, tu sais, ça a été... En fait, je t'ai trouvé toi, mais j'ai trouvé personne d'autre. J'ai cherché, là. Parce que j'avais vu un podcast en France avec un profiler, puis c'était vraiment bon. Puis je me suis dit, OK, est-ce que ça existe, un profiler au Québec? Puis là, finalement, je suis tombé sur toi, tu sais, puis ton contenu, fait que... Ouais, continue parce que je pense que... Ça. Ouais, mais c'est pas un domaine qu'on connaît, puis il y a tellement pas de contenu là-dessus que... continue. Tu sais. Merci. Si on a un conseil à te donner dans le domaine de la vente, c'est continue ce que tu fais. Il n'y a personne qui en fait présentement ici, fait que let's go. Tu sais. Je le prends. Moi, ça me stimule à donner du contenu. Je donne toujours du contenu au moins une fois par semaine de façon écrite, puis des fois vidéo. Fait que ça me stimule, ça. Merci beaucoup. J'ai vraiment apprécié ta visite. J'aurais 1001 questions à te poser. Des petites questions anecdotiques, c'est-tu vrai quand quelqu'un fait ça, que ça signifie ça? Mais je vais très, très certainement considérer prendre une de tes formations. Super intéressant. Tu seras le très bienvenu. Je pense que pour notre bureau à nous, là, dans certains postes clés surtout, auraient vraiment besoin de ce que tu fais. Donc, bref, nous, on s'en reparle hors caméra, mais je pense que on t'invitera pas juste au podcast. Fait que, merci. Ça a été short and sweet, mais moi, c'est très éducatif, je trouve, ce soir. Là, fait que c'est ce que j'aime. On sort un peu on va inviter les vendeurs dans les meilleurs domaines, etc. Donc, merci encore d'être déplacé. On se connaissait pas, mais j'ai apprécié. Ben merci à vous, parce que justement, je voulais que vous sachiez que je suis pas un as de la vente. Je suis un as de la relation, pas de la vente. Je sais que la vente peut découler de la relation, mais c'est important pour moi. Fait que merci de votre invitation, votre ouverture à ça. Ça fait plaisir. Super. À la prochaine.